Quelque part sur le vaste Internet se trouve un site caché en pleine lumière, car de l'extérieur, rien ne laisse présager du vertige qu'il renferme. Un site collaboratif et libre qui compile tout ce que l'humanité a su produire de lumière et de ténèbres. Voilà plusieurs années que j'arpente cet étrange dédale numérisé, à la recherche d'images, de récits et de capsules temporelles laissées à l'abandon. Tous les documents que vous allez découvrir ont pour seul point commun d'être hébergés quelque part dans les tréfonds de ce site. À partir de maintenant, ouvrez grand vos yeux, car vous entrez dans les méandres d'archive.org. Monsters do have their place. In the zoo, in your nightmares, in the deep, in your favorite horror movies. But not in your living room, on your TV. Don't let pay TV be the monster in your living room. Pay TV and cable TV companies are seeking the right to charge you for the very programs you now get free. If you want to stop pay TV and save free television, sign the petition in the lobby of this theater. Let your lawmakers know how you feel in the fight against pay TV and cable TV. L'Internet Archive est un site qu'il est difficile de décrire en quelques mots, mais on pourrait le voir comme un grenier qu'on fouillerait à l'aveugle à la recherche de pépites oubliées. On ouvre d'abord des dizaines de cartons remplis de documents sans intérêt, et il faut s'armer de patience tant on peut se perdre parmi les centaines de millions d'éléments uploadés sur le site. Mais en passant du temps à fouiller et à chercher par le biais des mots-clés thématiques qu'on peut trouver sous chaque document, on peut finir par tomber sur des archives très spéciales. La première vidéo qu'on va découvrir a pour titre « Guide des cultes sataniques à destination des forces de l'ordre ». La vidéo est présentée par un certain Gordon Coulter, et le bandeau le présente comme policier et pasteur. Le but de cette entreprise audiovisuelle est donc apparemment de mettre au parfum la police et les enquêteurs sur l'épidémie de criminalité à caractère satanique qui semble ravager les États-Unis selon Gordon. Pour situer, la vidéo est sortie en 1994. Après une brève présentation, on a droit à un petit historique du satanisme, accompagné d'images qui puisent dans de diverses sources dont on peine parfois à faire le lien, mais qui donnent un petit aspect académique et sérieux à l'affaire. Au début de mon visionnage, je trouvais la vidéo un peu amusante avec le recul, puisque plus de 30 ans ont passé depuis la sortie de cette vidéo, mais elle va assez vite virer dans quelque chose de plus sombre. Au tout départ, la vidéo semble un peu bancale, notamment à cause de l'intervention d'un individu nommé Eric Prior, présenté comme un ancien prêtre satanique repenti. Dans une séquence qui semble assez peu crédible, il nous emmène dans un parc où sont censées se dérouler de nombreuses cérémonies. Il y a un passage de la vidéo qui résume brièvement toute la visite du parc, et je ne résiste pas à vous montrer cette petite synthèse. Je pense que beaucoup d'affaires criminelles seraient résolues bien plus vite si les scènes de crime étaient aussi parlantes. Different ritual sites will have different configurations and markings, but this gives you a good example of what to look for. First, upon entering the park, the pentacle and inverted cross were displayed. Second, further up the path, we found a voodoo vivi, which indicated a money ritual. Third, at the open cement areas that are common to satanic activity, we found graffiti that showed recent activity. In addition, we found a bloody noose and a xylocaine vial. Fourth, on the way out of the park, we found another inverted cross and the number 9, which, as we demonstrated, represents the 9 satanic statements from the Satanic Bible. Fifth and finally, we found markings indicating that the ritual was by followers of the Church of Satan. Le documentaire va ensuite détailler les 9 lois sataniques en question, et ce qui est amusant, c'est qu'elles ne sont pas commentées spécialement par le présentateur, alors que la plupart sont assez entendables par des gens qui ne seraient pas versés dans la religion. D'ailleurs, plusieurs passages de la vidéo ont presque des allures de mode d'emploi pour commencer son propre rituel.
On a droit à un glossaire de tous les termes liés vaguement au satanisme, mais aussi des éléments qu'il faut rassembler pour composer votre hôtel en fonction de vos envies, selon que vous chercherez à pratiquer la sorcellerie, le vaudou ou le satanisme. On trouve aussi un peu plus tard un calendrier assez détaillé comprenant toutes les dates auxquelles des rituels précis se produisent. Enfin, certains symboles typiques nous sont même présentés. Il y a un passage assez incroyable où sont énumérés tous les crimes auxquels les adeptes du satanisme sont susceptibles de s'adonner, et autant vous dire qu'on y trouve l'intégralité du code pénal. On dépeint peu à peu de véritables monstres en puissance en faisant valoir que toute la jeunesse est potentiellement concernée. Et c'est là que la vidéo bifurque vers quelque chose de bien plus sombre, pour parler d'abus rituels sur les enfants, et notamment par des groupes de gens occultes et puissants qui agiraient dans l'ombre. Le documentaire présente un témoin, filmé de façon anonyme, qui raconte des sévices abominables qui se dérouleraient lors de ces rituels. À l'écran sont même diffusés des dessins absolument déchirants et sinistres, même si l'on ignore tout de leur provenance. À la fin de son témoignage, il y a un passage très étrange où elle dit avoir écrit un poème pour cacher la vérité à demi-mot. Mais la façon dont c'est écrit et présenté, la présence du terme « helter-skelter », le tout enrobé de synthé un peu kitsch, et ce, au milieu d'un soi-disant guide, donne un parfum étrange à un sujet dramatique qui pourrait faire pencher le métrage vers une forme de manipulation sensationnaliste. Il y a ensuite une section encore plus étrange qui traite des symptômes à repérer chez des enfants qui pourraient être en proie à des abus rituels sataniques. S'ensuit une liste très bizarre, puisque les premiers signes peuvent être ceux de tout adolescent en plein mal-être, pour ensuite décrire des signes gravissimes qui peuvent être ceux de tout enfant en danger. Mais le fait que tous ces signes, d'ailleurs décrits de façon très explicite, soient uniquement rattachés au satanisme, peut questionner sur la façon dont cette question est perçue. Pour continuer dans la peur et le macabre, Coulter va ensuite associer le satanisme à quelques noms tristement célèbres de tueurs en série, en arguant qu'une partie de leur modus operandi a pu inclure des références au malin. Un autre segment nous montre ensuite le témoignage de l'inspecteur Sanders de la police de San Francisco. Il parle de différentes affaires qu'il a eu à traiter, qui présentent des signes de rituel, et le documentaire montre plusieurs photos de cadavres très explicites. Il donne ensuite des conseils aux enquêteurs s'ils devaient se trouver face à de tels indices. Quant à la dernière séquence, elle montre notre pasteur en pleine démonstration. Il est en présence d'un modèle et il décrit les différents endroits du corps où les suppôts de Satan sont susceptibles de laisser des marques ou des symboles. Le décor avec les colonnes grecques et les lumières roses, la chemise incroyable de Gordon et le malaise palpable du modèle qui se demande sans doute ce qu'un pasteur fait dans une telle situation. Et le film se termine sur cette dernière démonstration. Dans l'absolu, un tel métrage pourrait s'imaginer en tant que matériel pédagogique pour la police, seulement si c'était factuel et que ce n'était pas un pasteur qui se chargeait de ces questions. On peut imaginer qu'il a pour le moins un regard biaisé sur ces thématiques. L'élément qui a achevé de me faire douter des intentions de ce film, je l'ai trouvé sur sa fiche IMDb. Elle était très peu fournie et c'est donc sans conviction que je clique dans la section anecdotes, dans laquelle on peut parfois trouver certaines informations connexes. Je n'y ai trouvé qu'un seul commentaire qu'il faut donc prendre avec des pincettes, mais qui dit ceci. Cette vidéo a été produite pour du home entertainment, en somme à destination des foyers, et pas spécialement pour les forces de police. Si c'est le cas, c'est un détail qui n'est pas dénué d'importance. Si, sous des faux prétextes et un titre trompeur, ce film s'est retrouvé diffusé aux familles, on comprend le potentiel d'angoisse et de panique morale que cela peut susciter. Malgré tout, c'est un document qui reste fascinant et assez unique, même 30 ans après sa sortie. Hi, you hungry? Looking for a tempting treat? Hold on till I absorb some heat. Some added tang might please you too. I'll slide into an oven-fresh bun, and I'm ready for your eating fun. Why don't you try a juicy good hot dog? Mmm, delicious. La vidéo suivante est dans un registre résolument plus léger. Elle date de 1986 et se trouve sur archive.org sous le nom « How to be cool at parties ». Mais le véritable titre dans la vidéo elle-même est en fait « Show off at parties », c'est-à-dire faire le show lors des fêtes entre jeunes.
Et c'est précisément l'objet de la vidéo, puisqu'elle consiste en un catalogue illustré de tours et de gags que vous pourrez effectuer lors de votre prochaine boom pour épater la galerie. Toute une équipe de joyeux drilles va se succéder dans des scénettes de quelques minutes où ils vont d'abord montrer le tour ou le gag pour ensuite nous dévoiler comment le réaliser. Certains tours n'ont pas grand intérêt, en tout cas dans un contexte de fête. Le présentateur se cantonne à des petits tours de magie assez simples, notamment avec une ficelle, une sorte de mime en chemise fait des tours un peu ennuyeux avec ses doigts sur ses narines, ou bien en faisant mine de rattraper une boule dans un sac en papier, quand un autre se livre à un numéro avec des foulards de couleur. Rien de très impactant et de très novateur, mais ils ont le mérite d'exister et peuvent amuser des enfants. Les autres sketchs sont plus intéressants, dans la mesure où plus on monte le curseur du gag, plus on s'expose à se couvrir de ridicule, ou pire, à être lourd. Cette vidéo est presque en ce sens un cadeau empoisonné. Notons aussi que puisque nous sommes en 1986, certains sketchs ou costumes ne sont pas du meilleur goût. Vous aurez notamment un personnage en tapis volant qui imite un accent indien, et aussi ce segment où l'on vous montre comment vous déguiser en chèque avec un t-shirt et un bandeau, le tout sur fond de pyramide. Mis à part ces deux accoutrements pas très heureux, la vidéo est assez inoffensive, pour peu encore une fois que vous ne craignez pas le ridicule. Et d'ailleurs, le présentateur l'a bien compris, puisqu'au lancement de la vidéo, il donne quelques conseils pour se lancer dans l'aventure du gag. As I was saying, this is Show Off. Show Off is about how to be the life of the party. You are about to see some of the funniest, most startling, outrageous, and cool tricks you've ever seen. Be sure you learn these incredible feats before you attend your next party. And remember these 3 rules. Number 1, be cool. Number 2, have fun. Because if you're not having fun, how can you expect your friends to have a good time? And number 3, have courage. Le fait de citer le courage en vertu cardinale est assez significatif, car dès qu'on monte sur scène, on s'expose au flop, au bide, au non-événement. Il y a certains grands classiques encore en vogue chez les jeunes et qui, bien exécutés, ne déçoivent jamais. On trouve par exemple le mime des escaliers virtuels. La mise en scène et les couleurs de l'émission sont délicieusement kitsch, et je suis particulièrement friand des phases d'explication qui consistent à donner des conseils très pragmatiques pour espérer réussir le gag. On trouve aussi le coup classique de la porte dans le nez, où vous devez savamment taper du pied dans la porte pour simuler l'impact. Par la même comédienne, on a aussi droit au fameux tour du chien enragé, qui vous attrape la jambe et vous attire derrière la porte. Si le gag marche assez bien, le moment où la comédienne essoufflée nous explique avec sérieux les ingrédients de sa supercherie est un moment pour moi encore plus comique que le gag lui-même. The secret to this one now is to pretend that you have a dog pulling on your pant leg. Il y a 2 tours plus gênants opérés par un des comédiens. Le premier consiste à se grimer d'une certaine façon, puis à se mettre ensuite la tête à l'envers sur un canapé pour mimer les paroles d'une chanson que vous aurez pris soin de mettre en playback. Là encore, le moment de l'explication ressemble à un ballon de baudruche qui se dégonfle. Mais son tour le plus étrange est sans aucun doute son numéro non pas de air guitare, mais de air piano. C'est une séquence qui se passe de commentaires, elle se vit et s'apprécie comme telle. You don't need an instrument to play along with your favorite recordings. Just learn a few expressive moves and let it rip. It's great at parties. This is a show-off feat you can do anywhere, especially good to do at a friend's party. J'ai une affection particulière pour la comédienne qui met tout son enthousiasme à nous expliquer comment amuser ses amis en écrasant son visage sur une vitre. Si on met de côté l'aspect peu hygiénique de l'entreprise, il faut reconnaître que l'effet est saisissant. J'aime particulièrement cette phrase de la comédienne alors qu'elle réalise qu'elle a un potentiel horrifique insoupçonné. You know, sometimes I make such a scary face, I even scare myself. Je passe rapidement sur le combat de pouces sur mini-ring, qui a le mérite d'exister, pour me concentrer sur le dernier intervenant, qui est sans doute celui qui m'a le plus fasciné.
Je pense que le fait qu'il me fasse penser au Ken de Ryan Gosling ajoute à l'étrangeté de ses sketchs, car on a souvent l'habitude que de tels gags soient faits par des gens qui compensent une sorte de manque de confiance, et son côté cool guy années 80 le rend absolument fascinant. Surtout que vous allez le voir, en plus d'être maître de son corps, il maîtrise l'art secret de produire des sons inattendus. Il apparaît par 3 fois dans la vidéo, et je vous en ai isolé les passages. Le premier va vous apprendre rien de moins que les bases du beatboxing. Voici la séquence. You know, a lot of times it's too much trouble to carry around your drum set with you, but you can be your own beatbox. I mean, I have my own theme music when I walk, right? When I walk down the street, I'm looking good. Now, here's how you can make your own beatbox sound. First, practice doing a B sound, explosively as you can. Here it is. Try that. Now make a hard K sound in the back of your mouth. Now, put the two together and you get this. Now, you can add a little cymbal by drawing in air very sharply, like this. See, I think it's party time. La seconde séquence que je vais vous montrer s'attache à nous révéler le secret qui consiste à simuler une guitare hawaïenne avec son nez. Là encore, le passage est hors du temps, et notez bien comme elle se termine, en ajoutant des skills déjà apprises comme le faux ascenseur et le beatboxing. Aloha, humu humu nuku nuku apawa'a. Welcome to the world of the Hawaiian nose hum. Let me show you how it's done. Now, if you have a head cold, this could get ugly. For the rest of you, try this. Place your index finger, right next to your nose, right here. Now, not in the nose, just beside the nose. Now, hum with your mouth closed. High voice. Got that? Now, take your other index finger, high, and strum your nostril closed as you make each note, like this. Try that. Do it very gracefully. Here we go. Ready? As the sun sinks slowly in the west, I bid you all a fond farewell. Et pour finir sur la séquence à mes yeux la plus spéciale, c'est celle où il arbore un superbe combo chemise, bretelle, broche éclair. Je vous en laisse la surprise, mais j'ai mis plusieurs fois à remarquer qu'au début de la séquence, il arrive en vélo alors qu'il repart en tracteur. J'ai du mal à décrire le mélange de gêne et d'admiration coupable que j'éprouve devant son enthousiasme si professionnel et sa capacité à rester dans son personnage de clown surfeur. Hey, get out of the way! Come on! You know, wherever I go, I always take my bicycle horn with me. And you can too. First of all, you have to squeeze your hand in the air like this. Now, make a high-pitched nasal sound. Try it. That's the first part of the sound. Now for the second part, you draw in air very quickly. You inhale like this. Now, let's say during class changes, the hall is really crowded. A lot of people walking in front of you. Just give them a little, and they scatter. Sous ses côtés assez amusants, la vidéo pourrait être vue de façon un peu plus douce amère. Déjà, il est un peu triste d'avoir besoin d'une vidéo pour apprendre des choses qui généralement se transmettent dans une cour de récréation ou entre amis. Mais le transposer à la fête entre jeunes, c'est exposer le spectateur à se ridiculiser face à un public qui à cet âge n'est pas tendre. La vidéo a ce côté tutoriel pour personnes qui n'arrivent pas à se faire remarquer et qui peut-être en souffrent. Et je trouve que la vidéo pointe assez bien la pression qui est exercée sur la jeunesse et qui consiste à être cool ou stylé et autant d'adjectifs de l'époque. Cette vidéo va vous aider à rejoindre à tout prix la bande qui a la cote. Je vais faire un parallèle peut-être inattendu, mais à la fin de la vidéo, j'ai immédiatement pensé à l'incroyable son de Vald appelé « Deviens génial ». Les paroles du titre, la musique
et l'interprétation de l'artiste sont extrêmement justes. Si vous avez un jour souffert d'exclusion en milieu scolaire et que vous avez plus tard eu un enfant, la chanson résonnera sans doute d'une façon assez étrange. J'avais 6 ans en 1986, mais cette vidéo, perdue sur l'Internet Archive, est très révélatrice de ce besoin d'attirer l'attention qui va exploser dans les années à venir. Et je trouve que faire le parallèle avec la chanson de Vald fait résonner le terme de courage cité par le présentateur en tout début de vidéo. Pressure from blocked sinuses can cause pain and headaches. Take Sinutab. Its double action eases the pain and relieves congestion quickly. And new Sinutab Nighttime is now available to also aid restful sleep. Sinutab and Sinutab Nighttime relieve sinus pain and headache fast. Right, I'm off. I'm not working hard enough. Where are you going? I'll show you where. Come on. At Barclays, the money you save goes to work. Millions of people save with Barclays. Fact. Your chopping board harbours 50 times more bacteria than your toilet seat. But Dettol Surface Cleanser kills 99.9% of bacteria, including MRSA, E. coli, Salmonella, and even the flu virus. Dettol Surface Cleanser. And to kill harmful bacteria on your hands and protect your family, use Dettol's new hand wash. L'Internet Archive cache en son sein des vidéos comme on vient de le voir, mais c'est loin d'être le seul type de format qu'elle héberge. Vous y trouverez des millions de livres, de magazines, des milliers de logiciels et autant d'archives sonores, mais également des photographies. Et c'est sur ce dernier médium qu'on va s'arrêter un instant, puisque le site a été choisi par la NASA pour servir d'archivage secondaire à toutes les photographies qui ont été prises, notamment lors des différentes missions spatiales américaines. Même s'il faut là encore faire le tri dans des centaines de dossiers, pas toujours référencés de façon intuitive, on tombe assez vite sur des clichés fantastiques et selon moi absolument effrayants. Vous allez le voir, j'ai d'abord commencé par simplement mettre de côté tous les clichés qui attisaient de près ou de loin mon imaginaire ou mes angoisses. Et j'ai un rapport à la conquête spatiale assez particulier, en tout cas dans les sentiments qu'elle me provoque. Et peut-être allez-vous partager mon approche en découvrant certaines photos. Déjà, ces images montrent parfaitement en quoi la conquête spatiale est la chose la plus incroyable qu'on ait pu accomplir en tant qu'humanité, que ce soit en termes de défis, de courage ou d'accomplissement technologique. Mais c'est aussi, selon moi, l'aventure la plus effrayante qui ait été entreprise par les humains, surtout dans les premiers temps. La science-fiction, et c'est son rôle, nous montre souvent une vision fantasmée du voyage spatial, et on rend cette exploration de l'espace si héroïque, et à raison, qu'on peut avoir tendance à oublier à quel point ce que vivent les astronautes est dangereux, austère et terrifiant. Certes, ce sont des passionnés pour qui le voyage dans l'espace est le rêve d'une vie, mais ils restent au final des humains captifs de boîtes en métal envoyés dans le vide infini de l'espace. Ils savent que la moindre erreur peut leur être fatale, que leur survie dépend des calculs de gens qu'ils ne connaissent pas, et que leur sort pourrait consister à suffoquer dans les ténèbres à des milliers de kilomètres de toute humanité. Au moment où ces explorateurs de l'inconnu décollent, ils savent qu'ils prennent ce risque. D'ailleurs, je suis tombé dans l'un des dossiers sur cette photo sobrement intitulée « Jour de souvenir », où l'administrateur de la NASA, Charles Bolden, marche au milieu des tombes des astronautes morts lors de cette conquête d'un autre monde. Lorsqu'on compulse des centaines de photos, celles qu'on décide de sauvegarder en disent sans doute autant de nous que de l'expérience en elle-même. En parcourant mon dossier, je me rends compte que je suis touché par plusieurs facettes de cet univers, sans pour autant y connaître quoi que ce soit en sciences ou en technique. J'oserais même dire que cette méconnaissance permet de rester dans un émerveillement purement esthétique. Par exemple, j'adore voir des humains à côté de constructions ou de dispositifs gigantesques.
On essaye de comprendre à quoi peuvent bien servir des technologies aussi uniques et complexes. Et j'ai la sensation d'y voir là la véritable science-fiction. Toutes ces machines étranges avaient pour but d'emmener l'homme dans une contrée dont il ignore tout et dont les découvertes ne cessent encore aujourd'hui de questionner ce que nous comprenons de l'univers. Il y a une forme de mystique dans cette entreprise, comme si nous partions en quête du royaume des dieux. En regardant ces technologies et tous ces hangars de tests aux proportions gigantesques, on sait que chacune de ces expériences a dû être menée avec la plus grande attention, car au bout de la ligne, la vie d'être humain est en jeu. D'ailleurs, difficile de ne pas ressentir un serrement au cœur en voyant les animaux qu'on a envoyés lors de vols tests, mais ça montre bien à quel point on avait peur de ce qui pouvait arriver dans une zone aussi dangereuse et inconnue. De façon plus formelle, je suis facilement ému dès que l'âge d'un médium se manifeste. La plupart de ces photos ont été prises à l'argentique, elles ont donc un grain et une couleur légèrement vintage à l'heure du tout numérique, et cela donne à ces images un aspect historique, parfois même cinématographique. Que ce soit l'ambiance très particulière de la salle de contrôle, l'esthétique suffocante des expériences sous-marines dans les piscines d'entraînement, ou bien l'allure des humains harnachés de machines futuristes, toutes les images que la NASA nous partage ont quelque chose de marquant, d'historique ou d'improbable. Rares sont celles à laisser indifférent. J'ai notamment une fascination pour les images à l'intérieur de l'ISS. Le décor est extrêmement exigu et donne l'impression que les habitants vivent à l'intérieur d'une tour d'ordinateur ou bien d'une soute d'avion. L'espace de vie est si restreint que je n'ose imaginer la sensation de claustrophobie. Mais quand bien même ils seraient pris d'une crise, on ne peut pas les faire rentrer aussi facilement. L'absence de tout retour en arrière une fois la mission lancée suppose une santé mentale en acier. Pendant ma collecte d'images, je suis tombé sur un cliché qui me hante et qui aurait aisément pu donner lieu à une terrifiante nouvelle de science-fiction. Cette image, j'ai mis plusieurs instants à la déchiffrer. En lisant la description sur le site, j'apprends que ce que je contemple a été baptisé The Phantom Torso, le torse fantôme. Lorsque des astronautes partent en mission, ils embarquent avec eux tout un tas d'appareils dans le but de mener des expériences dans l'espace. Et ce torse a précisément été créé dans cet esprit, puisqu'il a pris ses quartiers dans le laboratoire Destiny, situé à l'intérieur de la Station spatiale internationale. Ce mannequin est décrit comme similaire à ceux utilisés par les étudiants radiologues pour s'entraîner. Il contient des simulacres d'organes et celui envoyé sur l'ISS est bourré de capteurs censés mesurer les degrés de radiation auxquels les organes humains sont exposés dans un contexte spatial. Cette expérience était censée servir de test pour imaginer les effets sur le corps humain de voyages spatiaux plus prolongés dans le temps. Le potentiel horrifique de ce mannequin est incroyable. Le fait qu'il lui manque les bras et les jambes ajoute à son étrangeté, bien que l'une des images montre ce qui ressemble à des sortes de mains faites de tuyaux en plastique. Le fait qu'il soit entièrement recouvert d'une combinaison blanche, avec cette fermeture éclair au niveau de la bouche, n'arrange rien. Ça rappelle la crampe dans Pulp Fiction, ou bien encore Machine dans 8 mm, mais qui aurait pu être revisité par Tsutomu Nihei dans Blame, ou bien encore Kojima dans l'un de ses jeux. L'idée de partir dans une expédition spatiale avec une sorte de cadavre synthétique rempli de capteurs est en soi terrifiante, et mon imaginaire n'en demandait pas plus pour se débrider devant une forme à l'aura aussi sinistre. You know, kids, listen, kids, that's the Blue Bonnet Margarine song. Remember the letters F and E for flavor, nutrition, economy. Blue Bonnet Margarine gives all three: flavor, nutrition, economy. Ah, yes, sir, howdy. And kids, I'll bet you all know that that's the Blue Bonnet Margarine song. Now look, kids, you see there's F, and that's for flavor, which means that Blue Bonnet Margarine tastes especially good. And N is for nutrition. Now that means it's very good for you.
gives you that food energy that helps you to grow strong. And E is for economy. And that means your mom can really save money by buying Blue Bonnet margarine. Oh, that's right, Buffalo Bob. And that's why Blue Bonnet margarine is such a big favorite with everyone in Dutyville. Now, I know that your mom will want you to have a wonderful food like Blue Bonnet margarine at all your meals. Ah, yes, so kids, when Mom goes to the store, you ask her to look for the picture of Blue Bonnet Sue and the name Blue Bonnet margarine. Come on, spell it right out for her, kids. Here we go. B-L-U-E B-O-N-N-E-T. Ah, that was swell, kid. Le film dont vous allez voir ici une version légèrement raccourcie se nomme Joy Street et il date de 1995. C'est une œuvre d'animation réalisée par Suzanne Pitt et animée par elle-même, ainsi que par Lauren McMullan et Julie Zamarchi. Au moment où j'écris ces lignes, j'ignore si je pourrais vous laisser la musique originale de Roy Nathanson, mais elle est superbe et centrale puisque le film reste muet en termes de dialogue. Le titre du film apparaît dans les premiers plans sur une plaque de rue abîmée. Alors que la nuit est tombée, la caméra se resserre sur l'une des fenêtres de la rue et une femme s'approche de la vitre. Elle semble épuisée et très déprimée. Son visage est anxieux, las et tourmenté. On la voit faire les 100 pas. Elle se prend le visage dans les mains et fume des cigarettes en regardant la rue. Elle se sert un verre d'alcool et fume encore en regardant la petite souris en porcelaine qui décore son cendrier. Elle écrase sa cigarette et touche la souris, lui témoignant une forme d'affection furtive, ce qui décuple cette sensation de solitude. La caméra, zénithale, tournoie et dézoome comme pour nous partager le mal-être du personnage et sans doute les effets du breuvage. Elle saisit ensuite son téléphone et compose un numéro. Notez comme la perspective de la pièce est déformée, comme les proportions semblent étranges. On sent qu'elle espère quelque chose de cet appel, mais la sonnerie retentit sans que personne ne décroche. Elle rejoint sa chambre, encore éméchée, et la façon dont le décor vibre traduit parfaitement cette sensation que tout est flou, que la réalité vacille et qu'elle n'est plus fiable. S'ensuit une scène difficile à regarder où la jeune femme plante fermement ses mains sur les épines d'un cactus qui transperce alors ses doigts. On la voit ensuite se coucher sur son lit. Et c'est alors que commence une seconde phase. La petite souris du cendrier soudain s'anime. Elle ressemble un peu à une version clownesque et rétro de Mickey. Le film, à l'ambiance jusqu'alors assez pesante, change de ton. Et cela passe autant par l'animation très cartoon du personnage que par la musique qui devient tout à coup beaucoup plus joyeuse.
La souris passe devant une radio et change plusieurs fois de station, avant de s'arrêter sur une version jazz endiablée du titre « What a Wonderful World ». Vient alors une séquence d'animation littéralement psychédélique. Puis le calme revient et la souris passe devant la chambre. L'étrange animal découvre alors que l'humaine qu'il côtoie au quotidien vient de mettre fin à ses jours. La souris, déboussolée, court partout et se cogne même contre la fenêtre. Puis elle se fige et reprend sa texture originelle. Sur une musique sombre et mystérieuse, la souris se met à pleurer des larmes verdâtres dans des quantités anormales, et le liquide lacrymal se met alors à emplir la chambre. Et c'est ainsi qu'on glisse dans un monde fantasmé et étrange où des déchets et des morceaux de corps flottent à la surface de l'eau. Les insectes agités font leur vie sur ces îlots de fortune. Il y a même ce plan sinistre où l'on découvre des cadavres de flamants roses et celui de ce qui semble être un singe. L'atmosphère qui se dégage du métrage est incroyable, hypnotisante, et cela passe notamment par l'emploi de la peinture comme base de l'image. On découvre ensuite des carcasses de voitures à demi immergées et le corps d'une femme qui coule vers le fond. Au retour dans la chambre, sur le bord de la fenêtre, la souris bouge à nouveau. Mais cette fois-ci, elle est devenue immense et prend la jeune femme inanimée dans ses bras. La souris sort et court dans la nuit. Notez que le décor de la ville n'est plus en peinture, mais que ce sont des photographies. Le mélange des deux techniques est superbe, au point qu'on pourrait presque ne pas le relever. Mais malgré tout, ce passage au réel dit quelque chose. La souris dépose ensuite la jeune femme au pied d'un arbre
et reprend soudain ses couleurs d'origine, qui étaient restées ternes depuis son réveil. Elle retire la tache rouge qui lui sert de bouton de veste et l'applique comme un pansement sur le poignet meurtri de la défunte. La rustine de couleur semble redonner un semblant de vie à la main, et soudain des plantes exotiques commencent à pousser autour d'elle. On sent que la vie revient. Des vers et des papillons se manifestent et la réveillent. Une flore luxuriante se développe à grande vitesse et un singe facétieux apparaît. Le style de l'animation et la musique changent encore pour délivrer un festival de peinture animé dans un style plus naïf et chatoyant, mais qui garde malgré tout cet aspect halluciné. S'ensuit un ballet d'animaux qui parcourt et célèbre ce nouvel Éden. Dans une ultime séquence, la souris se retrouve à nouveau sur le lit et la jeune femme ouvre doucement les yeux en la regardant effectuer ses acrobaties. Elle esquisse alors un sourire. Elle se précipite à la fenêtre et après quelques instants de lutte, elle parvient à ouvrir ce qui la coupe de l'extérieur. Le film se termine sur un plan magnifique où on la voit sourire en laissant le vent jouer avec ses cheveux, alors que son ombre danse sous elle dans des reflets bleutés. Le son de la ville est certes celui de tous les jours, mais le sourire sur le visage de la revenante donne l'impression que c'est peut-être le son d'une nouvelle vie qui commence. Le film de Susan Pitt est fantastique, autant dans le travail d'animation que dans la finesse et la créativité visuelle avec laquelle sont abordés des sujets pourtant sensibles et douloureux. Children don't get private lessons in public schools. Now they can get private lessons at home with Socrates, the complete educational video system that helps your kids learn one-to-one. Christmas comes early as WDIV takes time out for kids Christmas Eve to present the world premiere of a program the whole family will enjoy. Meet Robo Jr., the creation of local animator Dale K. Myers. He produced the cartoon all on his home computer. And in this WDIV primetime special, you'll see his animated work for the very first time and find out what he did to make it. It's an early Christmas present that kids of all ages will love. Don't miss the world premiere of Robo Jr., Friday night at 8, only on Channel 4. I tried to get a job with the phone company. They said it wasn't phone company material. But I decided not to take it too personally. I love being the spokesperson for Ultress. You know what Ultress does for me? It helps me to feel good about myself. I feel confident. I could look at any woman and say, you could use this and feel better about yourself. If you haven't tried it, how do you know what you're missing? Do you really want to know how I feel about Ultress? I love it. I do. À force de compulser les ouvrages de ce site sans fond, j'ai fini par me dire qu'il existait un livre sur à peu près tous les sujets. Et dès qu'on en ouvre un, aussi pointu et abscon qu'en soit le thème, on se rend compte que pour quelqu'un de passionné ou de spécialiste, le partage de connaissances ne connaît pas de limite. Je ne pensais pas, par exemple, être fasciné par un livre sur la fabrication des fouets, qui montre dans ses pages des patterns de tressage dotés d'une esthétique à laquelle je ne m'attendais pas. Parmi les livres étranges que nous serons amenés à explorer, il existe une sous-catégorie assez pointue qui concerne l'art secret de cacher quelque chose chez soi. Il y a sur ce sujet 2 livres qui vont nous intéresser et comme tous les documents présentés ici, vous pourrez les consulter en tapant leur titre sur Internet Archive.
Le premier s'appelle How to Hide Anything et le second The Big Book of Secret Hiding Places. Les ouvrages sont très similaires et s'attachent tous les deux à traiter le sujet de la dissimulation d'objets avec tout le sérieux du monde. J'aime assez bien les arguments que les auteurs utilisent pour justifier de dissimuler quoi que ce soit, puisque comme ils le disent eux-mêmes en préambule, la sagesse populaire voudrait que les honnêtes gens n'aient rien à cacher. Mais c'est sans compter sur la paranoïa des auteurs et leur manque absolu de confiance en qui que ce soit les proches, la police ou bien sûr le gouvernement. Il y a donc un sous-texte paranoïaque assez fort dans ces livres sous leur faux air de manuel de bricolage. Dans l'un d'eux, il y a même quelques pages sur la nécessité de se mettre dans la tête de ce que l'auteur appelle les chercheurs, à savoir les personnes qui se chargeront peut-être de fouiller votre maison. Comment cherche un policier, un vigile, un agent de sécurité dans un aéroport ? On a droit ensuite à une liste des différents outils dont vous devrez vous munir pour faire que l'ingéniosité des cachettes dans votre maison fasse rougir une salle d'escape game. Ce sont des livres américains, donc il y a de nombreux passages qui détaillent comment cacher vos armes, ne serait-ce pour qu'elles ne soient plus à portée des enfants. Des dessins montrent un fusil automatique caché dans l'horloge familiale, un autre sous le levier de vitesse de la voiture, ou bien encore caché sous la laine de verre du grenier. C'est sans compter toutes les techniques pour cacher des armes de petite taille dans la chaussette ou bien dans un holster. Je suis particulièrement fan de ce dessin d'un individu présenté de dos et de face, avec en transparence le contenu de tout un arsenal caché sous ses vêtements. Il a un look d'agent secret du dimanche assez inoubliable. Mais les cachettes présentées ne sont pas uniquement à destination des armes. On découvrira par exemple comment cacher un microfilm derrière sa cravate, comment cacher des cartouches de 22 dans un stylo, comment truquer un paquet de cigarettes, comment cacher une enveloppe sous sa perruque, ou bien encore un tout petit pistolet dans le pli de sa casquette. Certaines cachettes artisanales sont assez faciles à réaliser, comme celle qui consiste à évider le cœur d'un pain de mie pour créer un compartiment. Mais la plupart supposent une certaine maîtrise du bricolage. Vous apprendrez à cacher vos biens les plus précieux derrière vos prises électriques ou vos luminaires, mais aussi à retirer une brique d'un mur pour accéder à un coffre invisible. Il y a de longs passages qui concernent tout le mobilier de votre maison, qui est un véritable vivier de caches sophistiquées. Dans la doublure de tissu sous le canapé, dans la réserve d'eau des toilettes, derrière une marche de l'escalier qui peut en fait s'ouvrir. Si vous êtes motivé, vous pouvez également couper tous vos disques vinyles pour créer un espace que personne ne pensera à investiguer. Il y a aussi une section dans l'un des livres qui vous donne des conseils pour cacher des choses quand vous n'êtes pas chez vous, par exemple dans un motel. Le nombre de cachettes possibles est en fait assez conséquent, et cela atteint parfois un niveau assez proche du survivalisme, puisqu'on vous apprendra carrément à construire une pièce secrète avec une trappe dissimulée dans les motifs du plancher, ou bien encore sous une parcelle de votre gazon. On trouve quelques illustrations un peu plus angoissantes, puisqu'on nous dévoile aussi quelques stratagèmes pour se cacher dans sa propre maison. Par exemple, dans un espace que vous aurez aménagé sous votre escalier, ou bien derrière les tiroirs d'une commode dont vous aurez scié la moitié. Se retrouver dans une telle situation suppose que votre maison est compromise et qu'il faut à tout prix vous cacher. Les ouvrages pourraient rappeler le côté malin et bricoleur de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion, s'il n'y avait pas ce ton très sérieux et paranoïaque qui traverse les ouvrages. Le problème, c'est que ces livres ont dû tomber entre les mains de forces de l'ordre ou bien de cambrioleurs, ce qui peut amoindrir dans l'absolu l'effet de surprise de ces techniques. Je crois que la cachette la plus inattendue, et qu'on retrouve pourtant dans les deux manuels, c'est tout simplement la casserole de gras. Vous plongez votre précieuse marchandise, après l'avoir scrupuleusement rendue étanche, dans du gras à l'état liquide, que vous laisserez ensuite se solidifier. D'autres préféreront cacher quelque chose en plein cœur du bac à compost. Mais les auteurs prônent les bienfaits de l'absurde ou bien du contre-pied comme autant d'approches à privilégier pour surprendre les chercheurs. Un des auteurs suggère même de semer des jouets pour adultes dans vos tiroirs pour brouiller l'esprit des enquêteurs. Comme vous le voyez, vous disposez désormais d'ouvrages de référence si jamais d'aventure vous souhaitez cacher quelque chose chez vous. Et c'est sur cette bibliothèque de l'improbable qu'est l'Internet Archive que vous pourrez les trouver.
Mark, get set. We're riding on the internet, cyberspace set free. Hello, virtual reality. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Hey there, it's us again. This is my brother Peter, Mom and Dad, and I'm Dasha. Today, we're going to be showing our friends Andrew and Lisa the basics of the internet, and we thought you might want to come along. It'll be cool. Now here's a little background. When we installed internet access on our computer, I got the whole family involved. It's true. Everybody had their own tasks to do. It was a lot of work, but it was really worth it. Now that I've gotten on the internet, I'd rather be on my computer than doing just about anything. It's really cool. The internet gave us a whole world of exciting new possibilities. So I guess this is a story of how it changed our lives. Maybe it will yours too, with the Kid's Guide to the Internet. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Dans la barre de recherche de l'Internet Archive, si vous entrez les mots « balai robotique », vous découvrirez un film étrange datant de 1983. Il est une preuve que la fascination peut se cacher dans des endroits inattendus. Ce titre annonce exactement ce qu'il contient, puisque ce film réalisé par Bob Rogers consiste à illustrer des pièces du répertoire classique par les mouvements de robots qui opèrent sur les chaînes de montage automobile. C'est l'entreprise General Motors qui va subventionner le film, ce qui fait sans doute de l'entreprise une sorte de art-washing, dans le sens où le métrage tente à rendre esthétique quelque chose qu'on ne voit pas forcément de la sorte. Cependant, le film est très réussi et on sent que le réalisateur a pu concrétiser sa vision. Il va poser ses caméras dans pas moins de 5 usines différentes et va surtout éclairer les scènes comme un film de genre d'alors, et ce, pour le meilleur. Rien que les panneaux qui annoncent les 4 morceaux ont un charme cyberpunk indéniable, et notamment celui qui se nomme « Divertissement ». J'aime particulièrement l'introduction du film qui montre par le biais de la bande-son que les informaticiens contrôlant la chaîne de montage sont en fait l'orchestre qui s'accorde. Et au moment où le panneau titre s'affiche, on entend le chef d'orchestre mettre fin à l'enivrant son d'accordage en tapant 3 coups de baguette sur son pupitre. Si je ne peux pas vous mettre les musiques originelles, j'ai remonté certains plans sur une autre bande-son pour tenter de vous communiquer les émotions étranges que m'évoque cet enfer mécanique.
Have a look at these red-hot bargains from Knox. Inflatables just arrived. Folding chairs, $14.95. Backpacks from $3.95. Kids chair, $6.95. Kids sofa, $15. Boxing gloves, only $5. And there's more. Hats and gloves, half price. And these kids' watches, only $5. Aha! The old double suitcase trick. Well, you can never be too smart when traveling on business. So grab a phone, call your travel agent, and you can stay at any of 2,500 choice hotels absolutely free. Would you believe up to 30% off? Call your travel agent or 1-800-4CHOICE to save 10 to 30% with Choice Hotels corporate rates. They think I'm trapped, but I'll escape. Tunnel Runner, the new video game where you don't look down on the maze. You're in it. Monster! He's smart, I gotta outsmart him. Oh, he's fast, I gotta be faster. Tunnel Runner with RAM Plus to megacharge your Atari VCS for 3 times the excitement. Right, left. Better check the map. It's the exit to another maze. Tunnel Runner from CBS Electronics, where the excitement never ends. I'm not trapped. I'm not trapped. Le type d'ouvrage dont je vais vous parler maintenant est similaire à celui qui m'a amené sur l'Internet Archive la première fois. Ça remonte à ma vidéo sur Bloodborne. J'avais besoin, pour illustrer mes propos, de trouver les guides officiels et les artbooks du jeu. Et c'est précisément sur ce site que j'ai pu trouver ces éléments, et ce, de façon gratuite. Depuis la découverte de ce vivier, j'ai commencé à aller sur ce site de plus en plus souvent, et pour bien d'autres types de raisons que les livres d'artistes. Cela ne m'a pas empêché de continuer à en mettre certains de côté au fil du temps. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur quelques images de l'artiste Yasushi Nirazawa, et j'ai cherché si on pouvait trouver certains ouvrages de lui dans les archives. Si Nirazawa possède un grand talent pour le dessin, il a notamment réalisé un manga nommé Phantom Core, lui aussi accessible sur le site, c'est son travail de sculpteur qui va nous intéresser aujourd'hui. J'ai pu trouver parmi les résultats proposés un ouvrage dans une qualité parfaite qui retrace tout son travail de modelage de créatures et qui s'appelle Nira Works. Ces miniatures sont finement ciselées et virtuoses car de taille assez réduite. Et vous allez le voir, elles sont peintes et mises en scène de façon iconique. Inutile de vous préciser que la plupart de ces sculptures sont très sombres et parfois réservées à une audience mature. Mais avant de vous les montrer, je voudrais m'arrêter sur une page du livre qui nous détaille le palmarès de l'artiste en termes de collaboration. Je vous traduis le début tel quel et vous allez voir que même si son nom ne vous dit rien, il est probable que vous ayez déjà contemplé son travail indirectement. Né le 26 août 1963. Designer de créatures, auteur, illustrateur. Il a étudié auprès de Makoto Kobayashi, puis a commencé à apparaître dans Hobby Japan Magazine. Il a participé à la création de nombreux jeux vidéo, films et animés. Ses travaux les plus majeurs incluent Vampire Hunter D, Hellboy, Godzilla Final Wars, Yokai Daisenso, etc. La liste continue, puisqu'il a travaillé sur 3 Kamen Riders, a créé des figurines pour Devilman et a fait du concept art sur les jeux vidéo Dark Summoner et Shin Megami Tensei 4. Les œuvres présentes dans Miraworks sont un mélange entre certains travaux pour les franchises qu'on vient de citer et des créations plus personnelles. Si j'ai été attiré par son travail, c'est parce que l'artiste symbolise parfaitement le lien d'âme entre le Japon et 2 de mes artistes favoris, à savoir Giger et Clive Barker. C'est un lien qu'on avait déjà pu faire avec Miura, mais c'est loin d'être le seul. Nirazawa est pour moi un artiste qui a parfaitement saisi l'esthétique enivrante que ces 2 artistes ont réussi à ramener dans la pop culture. Pour Clive Barker, c'est l'esthétique des Cénobites qui a marqué le monde, en imaginant un look alliant celui du boucher, du prêtre et du pratiquant de soirées cuir SM. Giger, de son côté, a posé les bases du biomécanique, annonçant des ténèbres futuristes que même le plus sombre des cyberpunks n'a osé imaginer. Il est assez logique que le Japon ait adopté ces esthétiques, tant elles couvaient déjà dans nombre de ses œuvres.
mais peut-être pas de façon aussi tranchée et horrifique. Quand on contemple les sculptures de Nirazawa, on est frappé par leur délicatesse, malgré la noirceur de ce qu'elles montrent. Les textures sont parfaites et assez réalistes. Le décor au pied des statuettes qui sert à la base à cacher la plateforme sont aussi fascinantes que les personnages, et cela crée des scénettes qu'on pourrait regarder pendant des heures. Le fait que ces sculptures ne soient pas bien grandes rajoute à la minutie que suppose un tel travail. Il faut aussi saluer la captation photographique de ces œuvres, car la mise en scène et la lumière sont essentielles dans l'esthétique qu'elles dégagent. Au-delà de ça, les choix de couleurs et la façon virtuose avec laquelle sont peintes les figurines sont hors du commun. Une fois que tout cela est dit, reste son plus grand talent, à savoir le design de créatures. Je parlais un peu plus tôt des Cénobites, et j'ai été à peine surpris de découvrir qu'on peut en trouver 2 dans Miraworks. Ce qui est amusant, c'est qu'il sculpte un Cénobite qu'on retrouve dans le 3e volet de la saga Hellraiser, et qui est selon moi le monstre le moins iconique de tous les films, avec ses CD plantés dans le visage. Mais Nirazawa en a créé un autre appelé Poker Face, qui est déjà beaucoup plus terrifiant. Ce parallèle avec Barker et les figurines n'est pas fortuit, puisque Barker avait créé une gamme de jouets avec Todd McFarlane, appelés les Tortured Souls. En les découvrant, vous comprendrez que le terme de jouet n'est pas le plus adapté, car on y trouve sans doute les figurines les plus dures à regarder qu'on puisse imaginer. Cependant, il y a eu une autre série très intéressante, appelée le Défilé Infernal, mélangeant monstres et cirque de frics, dans une esthétique proche de son film Cabal. Si je vous cite ces figurines, c'est parce qu'elles sont pour moi très liées au travail de Nirazawa, qui, il faut bien le reconnaître, a réussi à emmener cet art bien au-delà de ses inspirations. Il va ainsi créer nombre de Cénobites qui ne disent pas leur nom, comme cette entité appelée Yellow, couverte de câbles reliés à des structures de métal qui lui servent de doigts. Toujours dans cet esprit un peu Freddy Krueger, il y a cette entité qui présente des morceaux de visage en guise de vêtements, ce qui rappelle justement le torse des âmes de Freddy. Je suis également fasciné par cette figure de bouffon qui transporte un sac plastique rempli de têtes. Regardez aussi ce trio de démons et osez me dire qu'ils n'ont pas leur place au cœur du labyrinthe du Léviathan. Je pourrais passer des heures à vous décrire les moindres détails cachés dans ces figurines, mais grâce à l'Internet Archive, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire par vous-même. Vous verrez aussi que Nirazawa n'est pas seulement doué dans les esthétiques de la torture, mais qu'il excelle également dans tout ce qui est de l'ordre du post-apo, avec ses cuirs tannés et poussiéreux et ses teintes rouillées. Il sait faire des mechas semi-organiques, des punks ou bien des créatures venues d'autres planètes. Il n'y a pas d'imaginaire qui semble résister à son talent. Je vous laisse avec l'une de ces sculptures que je préfère. Elle représente un vieillard en armure, assis sur un fauteuil Giger, en train de jouer une partie d'échecs dont les pièces sont en forme d'insectes. Gardant ses bras croisés, il bouge ses pions grâce à 2 immenses mandibules d'araignées de mer qui lui sortent des yeux. Great thing about 911 is that you only have to remember those 3 numbers to get help in an emergency. That's right. If you need a fire truck, Or an ambulance. or the police, the only numbers you have to remember are 911. 911, 911, in an emergency, 911, 911, 911, in an emergency, 911. If you should see a fire where a fire shouldn't be, then chances are you've got yourself a real emergency. Well, 911 is who you call, repeat it after me. Yes, 911 is who you call for an emergency. 911, 911, in an emergency, 911, 911, 911. In an emergency, 911. An accident could happen to your friends or family. So bad you need
need an ambulance, that's an emergency. Well, 911 is who you call, repeat it after me. Yes, 911 is who you call for an emergency. 911, 911, in an emergency, 911, 911, 911, in an emergency, 911. Comme l'indiquent les différentes icônes qu'on découvre à l'ouverture du site, l'Internet Archive ne laisse aucun médium de côté. C'est donc en toute logique qu'on va trouver de nombreux longs métrages. La plupart du temps, ce sont des films qui sont rentrés dans le domaine public, mais ce n'est pas exclusivement le cas. Vous pourrez par exemple trouver des collections dédiées, comme celles sur la science-fiction, l'horreur ou bien les films noirs. Le film que nous allons évoquer aujourd'hui s'appelle VI. C'est un film sorti en 1967 et produit par Mosfilm, dont on peut s'arrêter un instant sur la beauté du logo de production. Les deux réalisateurs, Konstantin Yershov et Georgi Kropatchev, adaptent ici une nouvelle de Nicolas Gogol, célèbre auteur russe, et c'est sur l'une de ses citations que s'ouvre justement le film. Elle dit ceci: « VI est une création colossale de l'imagination d'un peuple simple. L'histoire en elle-même est une légende populaire, et je vous la raconte sans la changer, dans toute sa simplicité, exactement comme elle m'a été racontée. » Sur archive.org, les mots-clés pour qualifier le genre du film sont soviet, gothique, dark fantasy, folk, horror. Et c'est ma foi assez fidèle au spectacle qui nous est délivré. J'ai eu vent du film en voyant passer quelques images qui ont grandement attiré mon attention, mais qui montrent la toute fin du film. J'ai immédiatement cherché sur le site si le film s'y trouvait, et c'était le cas, avec les sous-titres anglais en prime et dans une qualité plus que raisonnable. J'ai donc entrepris de regarder le film en entier. Dans les premiers instants, j'ai un peu hésité à me lancer dans les austères aventures d'un jeune séminariste dans la Russie du début du siècle, mais les plans et la photo du film étaient si bien réalisés et si étranges que je me suis fait happer immédiatement. Je trouve que le film entier a de grands mérites et que la fameuse scène finale que je souhaite vous montrer prend toute sa saveur quand on connaît un minimum la trajectoire du personnage principal. Il semble que le film a eu une grande influence sur le cinéma russe en son temps, et c'est à mon sens mérité, tant il est précurseur de certaines œuvres qui viendront plus tard. Vous allez le voir, il y a un peu de l'Exorciste, mais aussi certaines fulgurances visuelles qui rappellent autant le cinéma japonais que Evil Dead. Voici ce que raconte le film. On suit les pérégrinations d'un jeune séminariste nommé Koma Brutus, ce qui est plus selon moi un nom de catcheur qu'autre chose, mais vous allez voir que ce n'est pas nécessairement incompatible. Dès le début du film, un pope grincheux et autoritaire rassemble tous les étudiants du séminaire qu'il dirige alors qu'ils s'apprêtent à rentrer chez eux pour une sorte de permission. Une fois libérés dans la nature, il ne faut que quelques instants pour questionner la qualité de leur enseignement spirituel, puisque leurs premières actions consistent à piller littéralement un marché, puis à agresser des femmes en train de faire sécher du linge dans un champ. On a droit ensuite à des scènes de camaraderie entre aspirants prêtres dans des compositions très picturales qui pourraient rappeler les peintures de Friedrich. Toute la technique du film est formidable, et notamment les plans de nuit. Koma finit par se retrouver avec deux compères, et un premier signe étrange se manifeste à la nuit tombée, puisque la terre qu'ils foulent ensemble semble remplie d'asticots. Alors que les trois hommes cherchent refuge, ils entendent un chien au loin et devinent la présence d'une ferme. C'est une vieille femme qui vient leur ouvrir, et devant leur insistance, elle finit par accepter de leur accorder l'hospitalité, mais à condition qu'ils acceptent d'être séparés. Koma se retrouve dans la grange, et alors qu'il pense pouvoir passer une nuit tranquille, la vieille femme vient le surprendre. Elle semble chercher un contact un peu plus rapproché. La sorcière, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, est jouée par l'acteur Nikolai Kutuzov, ce qui crée une sorte d'étrangeté supplémentaire à sa présence. Le jeune homme tente de lui échapper, et après quelques remarques désobligeantes sur le fait qu'elle n'est plus dans la fleur de l'âge, une scène étrange se produit. Après l'avoir empêché de sortir,
la mégère pose ses 2 mains sur les épaules du jeune séminariste, qui semble hypnotisé. Commandant la gravité, la sorcière le penche et le positionne de façon à pouvoir le chevaucher, puis elle le redresse de façon presque magique. S'ensuit alors une séquence particulièrement onirique, puisqu'une fois sortie de la chaumière, la sorcière se saisit d'un balai caractéristique et fait s'envoler le jeune Coma Brutus dans les airs. La scène est superbe et je vous en laisse quelques instants, portée par une musique qui fait presque toute la magie du moment et qui est signée Karen Khachaturian. Il y a un plan large où les acteurs ont été remplacés par de petites poupées en tissu, et je ne m'en suis rendu compte qu'à mon second visionnage. Ce moment, pour ainsi dire suspendu, va cependant très mal se terminer. Après avoir supplié qu'on le repose, le jeune séminariste va basculer dans la barbarie, frappant la sorcière avec un bâton, plusieurs fois, au visage et sur le corps. Il est sorti de sa folie meurtrière par la supplique d'une jeune femme. En regardant à nouveau le corps qu'il frappait, il réalise qu'il vient de violenter quelqu'un qui n'a plus la même apparence ni le même âge. Il s'enfuit, terrorisé et coupable. Il retourne au séminaire et c'est alors que le pope lui révèle qu'une nouvelle mission l'attend. Une jeune femme, récemment battue, est sur le point de mourir et elle a demandé à ce que ce soit précisément lui, Coma Brutus, qui lui donne les derniers sacrements. Des Cosaques l'accompagnent jusqu'à sa destination et sur le chemin, ils vont s'arrêter dans une auberge, ce qui va être l'occasion d'une séquence de beuverie assez intéressante. En plus des moustaches incroyables dont chacun des personnages est affublé, ce que j'ai préféré dans cette séquence, ce sont les 2 astuces de mise en scène qui visent à faire passer l'ébriété du protagoniste. Il y a en premier ce plan où la caméra semble fixée dans le dos du personnage puisqu'elle suit les mouvements exacts de Coma, donnant ainsi l'impression de tanguer en rythme avec lui. C'est un effet assez moderne et astucieux, surtout dans un film à la réalisation assez classique jusque-là. La seconde idée de mise en scène se trouve dans la séquence qui suit. Le même personnage sort en même temps par 3 portes différentes pour symboliser la vue qui se dédouble et l'esprit qui devient confus. Cependant, en plus du crime, le personnage principal est si rustre et ahuri que bien qu'il soit central au récit, on a désormais presque envie qu'il soit pris dans le piège qui l'attend. Lui et les Cosaques arrivent saouls à leur destination, et c'est alors qu'ils apprennent que la jeune femme est décédée avant leur arrivée. Dès le lendemain, un Coma penaud essaye discrètement de fuir, mais il est dissuadé par un compère et il apprend que le père de la défunte l'attend de pied ferme. Ce dernier pleure sa fille et questionne immédiatement le jeune homme pour comprendre qui il est, et pourquoi diable sa fille a bien pu faire appel à lui au seuil de la mort. Elle a révélé juste avant de mourir que Brutus seul savait ce qui lui était arrivé. Comme elle l'a stipulé dans ses dernières volontés, il doit rester dans la chapelle où se trouve son corps pendant 3 nuits. Pour lui retirer l'envie de s'échapper, l'église sera fermée à clé. Au cours des nuits dans l'église vont se produire plusieurs phénomènes paranormaux. Une larme coule des yeux du cadavre. Une peinture fronce les sourcils. Des chats noirs jaillissent de nulle part. Alors que Coma inhale du tabac à priser, il éternue, ce qui réveille la défunte, qui sort alors de son cercueil et s'approche de lui après avoir lévité. Il trace un cercle protecteur à la craie autour de lui. Il y a cette scène incroyable où la jeune femme mime une paroi de verre qui l'empêcherait de s'approcher du prêtre. Toutes les scènes dans l'église sont superbes et le décor y est sans doute pour beaucoup. À la fin de la première nuit, c'est le coq du village qui vient sonner la fin du cauchemar éveillé de Coma. La seconde nuit, le cercueil tournoie autour du jeune homme et la défunte semble avoir de plus en plus de pouvoir. Mais là encore, le séminariste est sauvé de justesse par le chant du coq. Quand il sort de l'église, Coma Brutus est dans un état second. Il réclame de la musique et se met à danser, hébété, devant tous les habitants du village.
quelqu'un remarque que ses cheveux blonds sont désormais devenus gris. Il s'en va voir le père endeuillé et lui révèle que sa fille a pactisé avec le diable. Malgré tout, le père lui ordonne de passer encore une nuit, la dernière, conformément à ce qui était convenu, et qu'il sera même récompensé. Coma fait mine d'accepter pour, une fois dehors, prendre ses jambes à son cou. Malheureusement pour lui, il se fait vite rattraper par les Cosaques et finit par exécuter l'ultime partie de son contrat. Lors de la dernière nuit, va se dérouler un épisode qui va sceller le destin de Coma. Alors qu'il implore Dieu de punir l'entité qui sommeille dans le cercueil, la jeune femme se relève une dernière fois pour jeter une malédiction sur le séminariste et invoquer Vihi, une entité capable de prendre votre âme d'un simple regard. Vous allez voir que tout est incroyable dans cette séquence et je vous laisse la découvrir sans commentaire. Пырем, заклинаю тебя, заклинаю тебя, заклинаю. Ко мне, вурдалаки! Ко мне, упыри! Ко мне, вурдалаки! Alors que le coq chante une ultime fois et que le réel reprend ses droits,
tous les démons se retirent de l'église en vitesse. Cette fois-ci, le coq a chanté trop tard pour Coma, qu'on retrouve sans vie sur le sol de l'église. Ce climax final est si inattendu, surréaliste et infernal, qu'il vient apporter une conclusion mémorable à un film fascinant dans son ensemble. Moi qui n'avais jamais vu de film russe jusqu'à présent, et c'est très certainement une erreur, VI est une porte d'entrée qui donne envie d'en voir bien plus. Et ça fait partie des 1001 merveilles que ce site rend accessible en obéissant à son pur idéal de partage. Nous arrivons à la fin de cette première plongée dans l'une des plus intrigantes mémoires d'Internet. Et sachez bien que ce n'est ici que le début. J'ai adoré faire cette vidéo et chercher pendant des heures des archives perdues qui puissent me toucher d'une façon ou d'une autre. J'ai déjà beaucoup d'autres pièces de côté pour de futurs épisodes, et je me sens capable de les produire sans trop laisser de temps entre chaque vidéo. Comme vous l'avez peut-être vu, j'essaye de publier plus souvent, car je commençais à souffrir des délais que supposait le fait de faire des formats aussi longs. Ils vont certes continuer, mais seront écrits au long cours, pendant que je sortirai des formats comme celui-ci ou celui sur le musée infini. Je les ai pensés de façon à pouvoir m'amuser à en sortir plus souvent, tout en ouvrant en grand le champ des possibles quant aux objets que je peux désormais traiter. Sur ce, je vous souhaite une année 2026 la plus belle et heureuse possible, et je voulais de vive voix vous remercier toutes et tous de m'accompagner depuis bientôt 10 ans. Merci à toutes les personnes sur Tipeee, sur Twitch et ailleurs qui me soutiennent financièrement et me permettent de continuer mon exploration dans l'imaginaire. Je crois que je n'ai jamais autant aimé faire des vidéos, et alors que s'ouvre devant nous une nouvelle décennie, j'ai hâte de vous révéler les voyages qui vous attendent dans ces contrées du rêve.